Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter la cigar box que j'ai construite. Ça fait peut-être 3 mois maintenant que je suis dessus. Donc vous allez voir le résultat. Je vais faire un petit diaporama avec toutes les photos que j'ai prises au long de la construction et je vais expliquer de vive voix ce que j'ai fait, les étapes, les problèmes que j'ai rencontrés, les erreurs que j'ai faites. Essayer de faire un truc un peu construit et intéressant. Et voilà. Et pour vous faire entrer un petit peu dans le monde merveilleux de la lutherie, parce que c'est beau la lutherie. Et donc voilà. Et la vidéo commence dans maintenant. Alors salut tout le monde. Donc je fais enfin ma vidéo sur ma cigar box, qui finira en un petit test, histoire de vous faire écouter un peu ce que ça donne. Mais en attendant, je vais faire un diaporama avec toutes les photos que j'ai postées sur mon Facebook déjà. Et je vais les expliquer au fur et à mesure, mieux expliquer ce que ça représente, les difficultés que j'ai rencontrées, les erreurs que j'ai faites, les petites astuces que j'ai pu développer et qui pourraient peut-être être utiles pour les gens qui voudraient faire un petit peu de lutherie amateur aussi. Donc je vais y aller chronologiquement, on va dire, en commençant par les premières photos de l'album que j'ai fait, et puis au fur et à mesure je vais aller jusqu'au résultat final. Donc là on commence avec la première photo. Enfin les premières photos en fait c'est ce qui a servi à faire le manche. Donc c'est du jatoba, donc c'est un bois exotique qui est vachement dense. Ça vient d'une planche que j'ai trouvée il y a un bout de temps. J'étais chez mon père à Saint-Étienne dans un brico-dépôt, donc j'étais impressionné qu'ils vendent du bois aussi spécial. Et donc c'était une grande planche, je sais pas, elle devait faire peut-être au moins 3 mètres, voire plus. Et j'avais pris ça, au début je voulais tailler des mini-guitares dedans, juste pour m'entraîner à travailler le bois. Au final j'en ai fait une demi, et le bois en fait avait été laissé de côté dans une cave, et le problème c'est que dans cette cave, forcément c'est humide, il fait froid, enfin il y a des changements de température, des changements d'humidité, du coup le bois, cette planche-là elle était toute tordue. Et en fait, passé un moment, mon père m'avait rappelé que je l'avais, et en fait, il me l'a ramené de Saint-Étienne un jour. Il est remonté dans le nord. Et pour pouvoir la transporter plus facilement, il l'avait déjà coupée en deux. Donc là, je pense qu'on voit à peu près sur les photos. L'appareil photo avec lequel j'ai pris les photos n'était pas super. En fait, j'ai collé les 2 épaisseurs de bois pour que ça me donne assez d'épaisseur pour tailler le manche dedans en fait. Parce que je voulais pas mettre de touche rapportée, donc ce qui sert à mettre les frettes. Normalement c'est une pièce qui est ajoutée ensuite. Et je voulais tailler directement tout dans la masse. Et pareil, pour avoir la tête de manche, normalement il y a un petit déport de façon à pouvoir avoir une inclinaison au niveau des cordes. Et pour pouvoir créer un peu plus de tension, du coup un peu plus de ce qu'on appelle le sustain, c'est-à-dire la longueur de la note qu'on joue, et plus de vibrations, créer plus de vibrations par rapport aux notes qu'on va jouer. Du coup, c'est vrai, ça me donnait une épaisseur d'à peu près 5 cm, je pense, et la longueur, je me rappelle pas, mais bon, on devait bien avoir 1,20 m de longueur, je pense. Donc voilà. Là c'est toujours les mêmes photos. En fait, vu que à l'époque la cave que j'avais à disposition était pas énorme, je pouvais pas faire mon atelier dedans parce que c'était déjà plein d'affaires. Et donc mon atelier c'est ma commode où je range mes fringues. Donc on peut admirer les magnifiques autocollants sur les tiroirs. Qui est même fermé, récolté de la poussière parce qu'il y a un jeu pas possible. Du coup voilà, ça c'était mon atelier. Donc là on voit mieux la commode.
avec mes outils, enfin tout le temps en bordel, hein, parce que bon, bah, je ne travaille que comme ça. Dans le fond, on voit un bout de la boîte que j'avais commencé à construire pour faire le corps. C'était une boîte que j'avais commencé à construire en médium. Et donc avec des charnières toutes bêtes de placard. J'avais renforcé les coins avec du quart de rond que j'avais collé directement. Et oui, c'est une boîte qui est plutôt solide, mais le problème, c'est pour ça que je l'ai pas continué, c'est que elle me paraissait vraiment trop grande par rapport aux manches et ça faisait un peu ridicule en fait. Ça m'avait. Enfin, je trouvais que ça collait pas avec ce que je voulais faire, enfin avec le résultat final que je voulais avoir. Du coup, au final, je m'en suis pas servi. Donc là, on voit que j'avais commencé à tailler grossièrement dans le bois pour faire une sorte de déport pour la volute de la tête sur l'avant et sur l'arrière. Donc pareil, j'ai galéré parce que vu que c'est un bois hyper dense, ça fait pas des beaux copeaux comme sur un bois plus souple, genre l'érable ou plutôt des bois blancs. Du coup là ça faisait vraiment des gros copeaux tout dégueulasses, ça faisait pas des belles feuilles toutes arrondies. Là c'est vraiment j'enlevais des gros bouts en fait, du coup c'était pas super. Bon, j'ai quand même arrivé à me débrouiller. Là on voit les marques à peu près des mesures que j'avais besoin, donc du coup le diapason du manche que j'ai fait est en rapport avec le diapason d'une gratte normale type Fender, c'est-à-dire 25 pouces 5. Donc pour ceux qui savent pas vraiment ce que ça veut dire un diapason, en fait c'est la longueur de corde vibrante, c'est-à-dire la corde part du chevalet, donc la pièce en métal qui a vers le bas, jusqu'au sillet, donc la petite pièce qui est souvent normalement en os ou en plastique blanc ou noir, enfin tout dépend, et qui est en haut du manche du coup. Et toute cette longueur, c'est ce qu'on appelle le diapason. Donc c'est la seule partie de la corde qui est censée vibrer pour créer le son. Donc c'est comme ça qu'on mesure après l'emplacement des frettes et du coup l'emplacement des notes. Donc là j'avais mesuré à peu près, pareil au niveau de l'épaisseur du manche, parce que je voulais déjà à la base mettre 4 cordes. Donc j'avais à peu près mesuré l'espacement qu'il fallait pour mettre 4 cordes. Donc voilà. Là on voit du coup la boîte que j'avais commencé à fabriquer, qui est du coup tout en médium avec les quarts de rond pour renforcer tout ça. J'avais taillé des ouïes dedans. Là on voit qu'elles sont un peu dégueulasses parce que je m'étais amusé à les remettre du feutre dessus pour que ça ressorte mieux une fois que j'avais fini de les tailler. Au milieu de cette boîte, sur le côté gauche, donc sur le dessus, l'espèce de rond qui a été collé de façon dégueulasse, c'est une enceinte, une enceinte de casque audio. Parce que, en fait, les casques audio, qu'ils se servent d'une membrane pour créer du son, ils peuvent être aussi utilisés en tant que micro pour en inversant leur fonction, c'est-à-dire la membrane, au lieu de vibrer pour créer du son, elle vibre pour en capter. Et c'est ce système que j'ai utilisé pour faire ce micro de fortune. Et ça restait bien dans l'esprit un peu do it yourself, esprit de récup et tout ça. Le micro qui est en dessous, donc l'espèce de truc un peu plus rectangulaire, c'est un demi-micro de basse. Parce que certains micros de basse, en fait, ont 2 fois 4 plots. Ouais, c'est ça, 2 fois 4 plots. 2 par corde. Du coup, pareil, je l'avais démonté d'une vieille basse qui servait à rien. Qui est en attente de customisation, comme à peu près, on va dire, 1/5 de mes grattes. Et donc, pareil, j'avais mis du scotch alu pour isoler à peu près des parasites. Mais au final, vu que ça n'a pas été utilisé, on s'en fout un petit peu, mais c'était juste pour vous montrer ce que j'avais déjà commencé à faire avant de laisser tomber une première fois et puis ensuite de reprendre. Donc là, on voit mon système de rangement optimal, c'est-à-dire j'ai besoin d'un truc, je le sors et puis je le range pas après une fois que j'ai fini. Ce qui est pas très pratique, mais au moins, voilà,
fais ce que je veux, je suis chez moi. Et donc vers le bas de la photo, on voit la nouvelle boîte que j'ai chopée, avec des petits serre-joints, parce que j'ai collé du tasseau assez fin, enfin assez petit, pour faire un bord plus large, de façon à pouvoir visser le couvercle dedans. Parce que cette boîte, à la base, tout à la base, donc là on la voit mieux la boîte, elle est toute belle, c'était une boîte à ranger les Bristol, qui est très vieille, enfin qui est très vieille, qui a au moins 20 ans, voire plus, et qui a ensuite servi à ranger des CD dedans. Donc on voit, c'est pour ça qu'il y a des petites encoches sur les côtés en biais, de façon à pouvoir ranger les petites feuilles. J'ai pris cette boîte parce que ma mère en avait plus besoin, et elle m'a demandé t'en aurais pas besoin de cette boîte pour ranger des trucs? Je dis si j'en ai besoin, mais pas pour ranger les trucs. Du coup je l'ai chopé, il y avait une petite couche de vernis dessus, je l'ai viré vite fait avec la ponceuse. Et ce qui était intéressant, c'est vous voyez le système de fixation entre les côtés. Ça dans les belles boîtes à cigares, c'est comme ça qu'ils font les côtés des boîtes. Parce que du coup, ça permet d'avoir une bonne solidité et puis une bonne, bonne cohésion de l'ensemble en fait. Et puis bon, c'est joli parce que le grain du bois est différent entre les différents petits étages. Du coup, j'ai pris ça et puis bon, la boîte était assez épaisse sur les côtés. Le fond, il est assez fin, c'est du contreplaqué, mais ça dérange pas parce que au final, j'ai pas fait de trou dedans, il y a rien qui supporte du poids ni de tension, donc ça suffisait. Donc là, toujours la boîte. Là, on voit une fois qu'elle a été poncée. En fait, le bois, je pense que c'est du hêtre ou du chêne. Enfin, pas super bois, mais bon, pour faire une cigar box, à la base, c'est des boîtes à cigares qui sont faites avec un peu de chance en bois, et puis sinon en espèce de carton un peu genre médium. Du coup, ça suffisait largement, et puis au moins je pouvais réexploiter quelque chose, enfin un objet de récup. Du coup, là on voit que j'ai posé le manche vite fait pour, pareil, continuer à me repérer, parce que j'avais un petit peu changé les mesures par rapport à ce que j'ai taillé, déjà sur le tronc central. Donc on verra que j'ai mis du temps à avancer sur la réalisation du manche, parce que déjà j'avais pas beaucoup de matos, et vu que c'est un bois hyper solide, j'en ai chié pour tailler ce qu'il fallait. Du coup, je taillais un petit peu, je remesurais, je retaillais, etc. machin. Sans compter que le manche en lui-même était pas, enfin, il était tout tordu. Du coup, j'ai dû acheter une ponceuse à bande, de façon à pouvoir aplanir un petit peu et pouvoir foutre les frettes, puis avoir un truc correct qui n'est pas 15 cm entre les cordes et le manche. Donc là, on voit que j'avais commencé un petit peu à penser. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, du coup, on voit la couleur, enfin la vraie couleur du bois, qui est vachement plus claire, et la couleur à côté, en fait, qui est plus sombre. J'avais mis un peu d'huile dessus pour refaire sortir un peu les veines et puis le dessin qu'il y avait dedans. Donc on continue, toujours les mêmes photos. Voilà. Là, on voit, du coup, normalement, ça j'aurais dû la mettre avant. Mais la magnifique déco de Pâques de la table de salon, avec la boîte qui se fait coller ces petits tasseaux en bois sur les côtés, avec les mignons petits serre-joints, et le chat qui vient m'aider, hein, comme d'hab, à chaque fois que je suis sur la table, elle vient pour regarder ce que je fais. Du coup, là, on reprend du coup le manche qui avait déjà été à peu près aplani. Et on voit la boîte en dessous avec les tasseaux que j'ai rajoutés, de façon à avoir plus d'espace pour pouvoir visser le couvercle dedans, pour éviter de visser dans le vide ou de faire craquer les côtés de la boîte. Donc le couvercle, c'est du contreplaqué aussi, qui est assez fin, il devait faire peut-être 3 mm je crois, 2 ou 3 mm, un truc comme ça, histoire de pas être trop épais, pour pouvoir toujours un peu vibrer grâce aux cordes, et avoir un son, enfin avoir une bonne projection sans que j'ai à brancher la cigar box sur l'ampli. Là j'ai collé les autres, le reste des tasseaux. Il y a plein de sciure dessus, mais en fait je m'en suis servi comme pâte à bois. En fait, je mettais de la colle, je rajoutais de la sciure dessus pour faire déjà sécher la colle un peu plus rapidement, et puis me servir
à combler les trous en fait, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'espace vide. Là donc on voit le manche que j'avais à peu près aplani. Là on voit qu'il y a une putain de courbure, mais c'est largement mieux que ce qu'il y avait au début. Mais bon, après j'ai quand même continué à travailler dessus. L'arrière avait été déjà fait avant que je reprenne le projet. Enfin sur une certaine longueur, à peu près à la moitié, vers le talon du bas. Et là je l'ai repris, pareil, là c'était pas encore parfait, mais au niveau de la tenue en main, franchement c'est confortable, et vu que le grain du bois est vachement serré, j'ai pas mis de finition dessus, j'ai pas mis de vernis, j'ai pas mis de rien du tout, j'ai même pas mis de coloration, j'ai juste mis de l'huile d'olive tout simplement, et ça a suffi. Du coup, en fait, les bienfaits de l'huile, que ce soit de l'huile d'olive ou n'importe quoi d'autre, ça va protéger le bois de l'eau, vu que ça va agir comme imperméabilisant. Et en plus, vu que ça reste quand même un produit liquide, ça va rentrer dans les pores du bois et ça va le foncer, parce que ça va avoir un effet humidifiant en fait du bois, sans pour autant comment dire, le permettre comment dire, provoquer le changement de densité du bois, et de le faire gonfler en fait. Du coup c'est bien. Donc là on voit la longueur qui rentrera dans le corps. Donc là il y en avait plus que ce que j'avais besoin. Mais bon, vaut mieux en avoir plus que pas assez, parce que comme ça, moi, ça me permettait de traverser la boîte de part en part, parce que je voulais que justement le manche traverse la boîte de part en part, histoire d'avoir plus de résonance, vu que la vibration se serait transmise plus uniformément. Et du coup, ça me permettait d'avoir pareil deux points de fixation sur le manche, sans que j'ai rajouté des cales en plus à l'intérieur de la boîte pour que le manche ait de quoi être fixé dessus en fait. Donc voilà. Là pareil, on voit toujours que le manche est un peu tordu. Enfin, il est pas tordu. Enfin, à la base, il était tordu, mais là, vu que en taillant avec la ponceuse à bande, j'ai continué. J'ai taillé en fait en suivant la courbe qu'il y avait déjà dans cette planche. Il est toujours plus ou moins tordu. Enfin, en tout cas, il a l'aspect d'être tordu. Et parce que on voit que dans le fond, la tête elle relève un petit peu, alors que le reste est à plat. Pareil, ça je l'ai rattrapé par la suite. Donc là, on voit la boîte dans le bas, on voit en fait c'est des pics à brochettes qui m'ont servi à combler les espèces d'encoches en biais qu'il y avait sur les côtés de la boîte. Donc devant, j'ai uniquement mis le couvercle, je ne sais pas pourquoi, comme ça en fait. Donc là on voit la boîte ouverte avec toutes les traces de colle dégueulasses entre à moitié sèche et pas sèche du tout, avec donc les pics à brochettes qui rentrent dans les encoches. Là on retrouve le manche. Là j'ai remesuré en fait ce que j'ai besoin par rapport aux dimensions de la boîte. Et les traits qu'il y a dessus, donc les traits verticaux, donc les petits traits, c'est les dimensions de la boîte, donc d'un bout à l'autre. Et les traits horizontaux, donc là il y en a deux. Le plus long, celui qui va d'un bout à l'autre, en fait, c'est l'épaisseur. Enfin, j'ai mesuré l'épaisseur du couvercle, de façon en fait à ce que le début du manche arrive à fleur du début de la caisse, en étant fermé. Et le deuxième trait horizontal, donc celui qui est en dessous, on voit qu'il part pas du début ni de la fin. En fait, c'était uniquement pour laisser la place à, d'une part, l'électronique, donc les câbles qui allaient passer, le micro que j'allais mettre, les deux micros que j'allais mettre, donc c'est-à-dire le micro magnétique et le micro piezo. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure pour expliquer ce que c'est. Et je voulais quand même garder une petite surface de contact avec le couvercle, de façon, pareil, toujours le souci de transmission de la vibration au niveau du son et tout ça. Là on voit tout ce qu'ils appellent l'hardware, l'accastillage,
de ce que je voulais mettre sur de ce qui allait finir sur la cigar box. Là, il manque le micro. Donc, on voit un potard de volume, donc le potard avec les chiffres. Un mini sélecteur qui servait de kill switch. Donc, le kill switch est uniquement un bouton on-off. Un plus gros sélecteur, 3 positions. Donc, ça, c'est pour choisir entre les micros. Donc, soit le micro piezo, soit les deux en même temps, soit uniquement le micro magnétique. La prise de jack, dans le fond on voit les 4 mécaniques que j'avais prises au début dorées parce que je voulais donner un petit effet steampunk vite fait, mais en fait bon, j'ai laissé tomber parce que le reste de ce que j'avais commandé était déjà argenté. Du coup j'ai recommandé d'autres mécaniques qui étaient chromées. Et là dans le sachet ce qu'on voit c'est les frettes qui sont vendues taillées à peu près à la taille nécessaire. Donc là, on revoit le manche avec le micro que j'avais acheté, donc le micro magnétique. Donc j'ai expliqué un petit peu en même temps. Le micro magnétique, en fait, c'est ce qu'on voit le plus souvent sur les guitares électriques. Parce que, si vous voulez, quand le courant passe quand on branche le jack, le courant passe dans ce micro-là. Et du coup, la tension électrique, elle crée un champ magnétique, vu que, en fait, un micro, c'est des aimants qui sont entourés d'une bobine de cuivre. Et cette bobine, ce champ magnétique qui a été créé, une fois qu'il est perturbé par la vibration des cordes, vu que les cordes sont en métal, va être restitué dans le micro. Le micro, il va envoyer ce signal qui a été perturbé dans l'ampli, et c'est ça qui donne le son. À comparer du micro piezo, que j'expliquerai tout à l'heure quand on le verra. Donc là, on voit, c'est écrit dessus, fin de boîte, micro. La grosse trace, la grosse encoche hachurée que j'ai tracée, c'était l'emplacement du micro, mais je me suis rendu compte, là on le voit un petit peu, que sur le côté, en fait, si j'avais taillé l'emplacement nécessaire au micro, par rapport à l'épaisseur de bois que j'avais pour le manche, c'était pas la peine, il allait forcément casser. Du coup, l'espèce de bout de bois qu'on voit en dessous, c'est un bout de hêtre que j'ai acheté, c'est un pied de table, mais ça suffit. Que j'ai recollé en dessous histoire d'avoir plus d'épaisseur et pouvoir tailler dans le manche sans avoir peur de le péter. Donc là on le voit mieux de côté du coup, pas encore collé. Là il est collé, donc j'ai taillé j'ai pris uniquement la moitié de l'épaisseur de bois que j'avais parce que ça suffisait, parce que sinon il allait toucher directement dans le fond de la boîte. Donc là on voit avec de la colle, c'est dégueulasse, ça coule de partout. Surtout n'oubliez pas de mettre énormément de serre-joints quand vous collez du bois sur du bois, ou sur même n'importe quelle autre surface, mais quand vous utilisez de la colle plus ou moins liquide comme ça, c'est hyper important de presser toute la colle en trop, parce que sinon déjà ça va mettre une plombe à sécher, et ça va pas être aussi solide que si vous l'aviez juste posé comme ça. Après, cette colle, donc la colle que j'ai utilisée, c'est de la Titebond. C'est, on va dire, c'est la colle de luthier, qui sert pas uniquement au luthier, mais en général c'est celle qu'ils utilisent. C'est de la super colle, ça coûte assez cher, mais ça vaut le coup. Et ils disent qu'après 1 heure de séchage, il faut enlever les serre-joints de façon à laisser la colle prendre sa forme finale en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc toujours avec le bordel derrière, parce que ça change pas. Alors là, justement, je me contredis. Vous voyez que c'est rangé, miraculeusement, parce que bon, il faut pas déconner, des fois il faut ranger un petit peu pour s'y retrouver. Donc là on voit le manche, j'ai taillé l'espèce d'épaisseur de bois que j'avais rajouté bien propre, bien comme il faut. J'ai aussi taillé l'encoche pour le micro magnétique. Donc là on voit la boîte avec le couvercle. Hop, de l'autre côté. Là j'ai repositionné le manche sur la boîte pour être sûr de mes mesures, en comptant, en évitant de compter justement au contraire les tasseaux que j'ai rajoutés. C'est dommage, j'avais pas pris de photos, mais la boîte a été teintée avec de la teinte à bois spécialement faite pour. C'est pour ça que maintenant elle est noire. Donc elle n'est pas peinte, elle est teinte, de façon à ce qu'on puisse toujours voir le dessin du bois en transparence une fois qu'il sera verni.
Donc voilà, je m'étais amusé pareil à en foutre sur le dessus du manche, ça sert à rien mais c'était pour rigoler. Donc pareil, tout ce qui est hachuré, c'est ce qu'elle est s'enfoncer dans la boîte. Donc on voit que sur la droite, donc sur le cul du manche, il y a une sorte de petite marche. Et en fait, cette petite marche, elle sert. Le bois blanc aurait été enfoncé directement quasiment jusqu'au fond de la boîte. Et ce qu'on voit en fait, l'espace qu'il y a entre le bois blanc et le bois foncé, c'est l'épaisseur de la boîte, de façon à ce que, en fait, une fois que j'aurais fait l'encoche dans la boîte, le bois marron se serait posé sur l'encoche de la boîte et du coup aurait fait une surface de collage supérieur. Donc voilà, là on continue. J'avais commencé à tailler, il me semble que j'avais déjà taillé les deux encoches, donc le haut du manche et le bas du manche. On voit que c'est pas parfait et que j'ai taillé un peu trop sur le haut du manche, donc vers la gauche. Et que sur la droite, donc le bas du manche, c'est mieux. Ça dépasse un petit peu, c'est normal, parce que justement, il fallait que je laisse dépasser un tout petit peu du manche vers le bas, de façon à ensuite, une fois que ce soit collé, que je puisse poncer, histoire d'avoir vraiment une surface hyper plate. Là, donc, on voit que j'ai teinté aussi le couvercle. Il y a un petit peu de hachurage au niveau de la tête, histoire d'avoir une transition entre les deux parties du manche un peu plus propre, un peu plus douce, un peu plus ronde. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Là j'ai remis le couvercle histoire d'avoir une idée à peu près. Donc là j'ai retaillé du coup l'épaisseur du bois, enfin l'épaisseur du manche qui allait être en contact avec le couvercle de la boîte. Donc toujours avec la cavité que j'ai découpée pour laisser passer le micro. Oui, c'est pas pareil des deux côtés, mais c'est pas grave. Là, du coup, j'ai comblé ce que j'avais taillé en trop sur le sabot que j'ai taillé dans la boîte, histoire d'accueillir le manche et qu'il soit vraiment plat. Nickel. Là, pareil. Donc là, j'avais pas encore collé le manche, mais je l'avais posé de façon à ce qu'il puisse... j'avais taillé tout nickel, avec des petites limes, histoire de vraiment pouvoir mettre un petit peu le manche en force, de façon à ce qu'il tienne tout seul. Et là, j'avais vissé la boîte, enfin j'avais vissé le couvercle sur la boîte. Pareil, histoire de me donner une idée. Et puis en même temps, ça m'a permis de reponcer les bords du couvercle de façon à ce qu'il soit vraiment à fleur par rapport à la boîte. C'est pour ça qu'on voit que sur les côtés c'est blanc. Donc là pareil, magnifique friteuse. Donc voilà, on voit les deux côtés, machin. Là je suis content, je monte mes tatouages. Sur le canapé, donc là en plus, amélioration par rapport à la dernière photo, j'ai fait le trou pour passer le micro et j'ai vissé le micro. Donc c'est pareil, en fait j'ai beaucoup fait ça en fait, parce que je suis un petit peu impatient quand je fais des choses. À chaque fois que je faisais une étape, je remontais tout, histoire de me donner l'impression que vraiment ça avançait, parce que c'est vrai que à certains moments le travail qu'on effectue, il est pas super. On a vraiment l'impression de ne pas avancer. Du coup, pour se donner l'impression d'avancer, c'est bien de tout remonter et d'avoir un petit peu d'autosatisfaction. Donc voilà, là par devant. Donc là, on voit à peu près le reste de l'accastillage que je vais foutre sur la cigar box. Au début, je voulais mettre des coins que j'ai pas mis finalement, parce que le problème c'est que ils ont pas assez de pattes. En fait, j'ai pas assez de matière, pas assez d'espace sur le côté pour pouvoir les fixer correctement, et puis de les coller juste tout simplement, ça me ferait un peu chier en fait. J'aurais peur qu'avec les vibrations, ou par exemple si je donne un petit coup mal placé, ça les fasse sauter. Du coup, je les ai pas mis. Donc là, on va partir de la gauche vers la droite. Ce qui est en bas, c'est une poignée de porte qui va servir de cordier. Donc le cordier, c'est la pièce qui sert à retenir les cordes.
Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est celle-ci que j'ai gardée. J'ai poncé la peinture dessus parce qu'il était noir, mais je voulais avoir un rappel de pièces métalliques. Donc du coup, j'ai poncé avec un Madremel et puis un petit disque spécial. Après, ce qui est à côté, cette petite pièce de bois que j'ai mesurée et que j'ai tracée, c'est le chevalet. Donc le chevalet, c'est là où reposent les cordes pour délimiter le diapason vers la fin de la guitare, qui est pas du tout fini. Là, c'est vraiment juste la pièce de bois de base. Ensuite, vous le verrez dans les photos, j'ai fait une encoche dans cette pièce de bois pour glisser une pièce d'os, donc de l'os à moelle. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Les espèces de petits ronds en métal, c'est des rivets qui servent normalement à mettre dans des rideaux, des trucs comme ça. Là, c'est des pièces femelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espèce de petit rebord qui sert à être enclenché dans celle-ci. Mais du coup, celle avec les rebords, c'est celle que j'ai utilisée pour les installer, parce que du coup, vu qu'il y avait un rebord, ça me permettait d'éviter de les coller directement uniquement sur la surface du bois et d'avoir un peu plus de surface de contact. Donc là, on a toujours le micro à côté. Là, c'est la même chose, mais en posant les rivets autrement. Et au final, j'ai fini par en mettre 4. 2 de chaque côté du micro, en fait, parce que 2 en dessous, ça faisait trop peu. 2 au-dessus, ça faisait une tête de bonhomme. Du coup, j'en ai mis 4 parce que comme ça faisait pas chier. Donc là, sur une feuille, j'avais tracé une espèce de design pour embellir la tête de manche. Donc que j'ai pas gardé non plus parce que ça m'aurait fait retirer trop de matière sur la tête de manche. Et vu qu'elle était déjà pas énorme, si je voulais mettre les mécaniques dessus sans qu'elle dépasse de trop, etc. Puis sur une guitare, c'est important d'avoir de la masse au niveau de la tête. Ça aurait vraiment été trop petit et puis j'aurais galéré pour faire quelque chose de propre. Là derrière, ce qu'on voit, les espèces de mesures, c'est l'emplacement des frettes. Pareil, donc là c'est la suite du dessin où j'avais posé les mécaniques pour voir à peu près la place que j'avais, mais ça faisait vraiment trop peu, j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez de matière. Du coup j'ai laissé tomber, j'ai laissé uniquement carré. Donc là, un bout du sillet ou du chevalet, je ne sais plus. Donc on voit c'est de l'os à moelle, hein. Ça fait bien. Par contre, ça pue. Si vous taillez ça soit dehors, soit à l'intérieur si vous avez le choix. Mais mettez obligatoirement un masque à cartouche, pas juste un petit masque à poussière en fibre de coton. Là, ça suffira pas. Donc pareil, j'en ai chié. Là, on voit ma ponceuse à bande que j'ai retournée, que j'ai fixée de façon à me faire pouvoir maintenir uniquement la pièce le petit bout d'os et pas avoir à prendre la grosse machine dans les mains et tailler l'os avec l'autre main. Je me serais niqué les doigts. Du coup, j'ai fait ça 2 fois. Donc ici, une fois pour le sillet de tête. Donc j'ai mis un gros morceau, histoire d'être large, que j'ai retaillé ensuite avec une forme un peu plus normale. Donc là, pareil, voilà, c'est l'os qui a été inséré dans la tête de façon à faire le sillet. Donc c'est ça qu'on appelle le sillet. Donc là, pareil, j'ai reposé toute ma babiole sur la guitare, enfin sur la cigar box, histoire de me donner une idée du résultat final. Donc là, on voit les 4 trous que j'ai taillés. Dans le fond aussi, on voit l'espèce de chevalet que j'avais commencé à faire. Là, c'est vite fait, j'ai mis un coup de bombe noir histoire d'uniformiser un petit peu la couleur de la guitare. Donc là, c'est uniquement l'intérieur de la cigar box où j'ai mis un petit coup de bombe noire. C'est très mal rangé. Là, c'est la première couche de vernis que j'ai appliquée sur le couvercle. Donc on voit, ça fait plein de bulles, etc. J'ai fait un petit topo sur le vernis. Utiliser du vernis en pot, c'est très bien, parce que en général c'est du bon vernis, du meilleur vernis que celui qu'on peut acheter en bombe. En tout cas dans les magasins style Leroy Merlin, Brico Dépôt.
Mais par contre, vu qu'on applique ça au pinceau, entre les poils, il y a toujours des petites bulles d'air qui se glissent, parce que vu la viscosité du vernis, qui est pas la même que de la peinture par exemple, bah, toutes les petites bulles elles se faufilent. Et le problème c'est que il faut forcément en avoir le moins possible parce que sinon bah, ça va un peu ruiner le résultat. Et si c'était à faire, je le referais pas. Je préfère euh, essayer de commander sur internet parce que ça aussi c'est chiant en fait. Commander comment dire, des produits avec des trucs sous pression, donc comme des bombes de peinture, des bombes de vernis, etc. Sur internet, c'est délicat. Ou alors il faut faut trouver un fournisseur français. Ou alors dans le meilleur des cas, avoir un compresseur et un pistolet à peinture. Mais bon, ça pareil, il faut avoir les moyens, il faut avoir la place, etc. Mais si vraiment vous voulez faire un vernis sur une guitare, vaut mieux acheter de la bombe. Faut vraiment regarder des tutos, prendre le temps de bien le faire et surtout éviter d'acheter des bombes de merde parce que ça va ça va forcément influer sur le résultat. Donc là, je me suis quand même débrouillé, on va dire. Enfin, le résultat est pas trop dégueulasse. Enfin bon, là pour l'instant, c'est en cours. Mais bon, à la fin, ça va, je suis quand même plus ou moins satisfait. Le problème, c'est que l'application au pinceau, elle se fait forcément à la main. Et à la main, on jauge pas super bien la quantité de vernis ou de peinture qu'on met sur la surface. Du coup, je conseille pas de faire un vernis au pinceau si c'est sur une guitare. Si c'est sur quelque chose de moins précieux, bon, on peut y aller, c'est pas grave. Mais ouais, la prochaine fois, j'essaierai de mieux travailler ma dextérité avec une bombe de peinture, une bombe de vernis, au lieu de faire ça au pinceau, parce que vraiment le résultat après fait trop de vagues, il y a trop de possibilités d'avoir des petites bulles et tout ça, donc voilà. Donc là, on continue, j'avais toujours... donc là, je laissais le fond de la boîte sécher, en même temps que le couvercle avec du vernis. Donc là, on voit la petite poignée de porte, la poignée de tiroir que j'ai poncé pour enlever la peinture noire qu'il y avait dessus et pour du coup révéler la couleur métallique. Les 4 petits trous, c'est ce qui va servir à glisser les cordes à l'intérieur. Les cordes de guitare, à la fin, enfin à une des deux fins, ont une sorte de petites rondelles en métal qui sert justement à servir comment dire, d'arrêt pour pouvoir être calé sur un chevalet, sur une guitare tout simplement. Donc là on voit l'espèce de schéma que j'avais utilisé pour pouvoir mesurer correctement l'emplacement des cordes sur le cordier du coup. Là on voit, ça c'est le sillet de tête que j'ai continué à tailler, j'ai arrondi un petit peu. Voilà, donc là ça c'est le chevalet. Donc c'est de nouveau la petite pièce de bois qu'on voyait tout à l'heure sur la guitare qui était toute brute. Et avec pareil, toujours un bout d'os à moelle que j'ai taillé pour servir de surface de repos pour les cordes. Et en fait, je sais pas si on voit bien sur la photo, mais l'os est directement intégré dans le bois. C'est-à-dire, j'ai pas pris 2 petites pièces de bois que j'ai coupées en 2 et j'ai collé l'os dessus. J'ai vraiment fait un trou de la taille de la pièce d'os que je voulais mettre dedans et j'ai collé après la pièce d'os dedans. Donc là on voit c'est bien propre, c'est bien plat. Donc là on voit les 2 pièces du coup où il y a de l'os dessus, le sillet de tête et le chevalet. Là j'avais commencé. J'avais fait les encoches pour les frettes avec une scie que j'ai achetée chez Stumac. Donc Stumac c'est un site américain qui vend plein de matos pour les luthiers. C'est un très bon site parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais par contre c'est extrêmement cher de base. Les frais de port pareil, ça coûte la peau du cul. Et si vous avez la chance comme moi de vous faire choper par la douane, vous payez, en tout cas dans mon cas, j'ai dû payer exactement la même somme
que ma commande. C'est-à-dire, j'ai payé 2 fois 250 € pour 250 € de matos. C'est-à-dire, j'ai payé 500 balles pour ce que j'ai commandé. Donc faites gaffe, ou alors essayez de trouver des alternatives sur eBay, sur Amazon. Forcément, vous n'aurez pas l'espèce de sigle qualité, etc. machin. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu amateur, vous n'avez pas trop les thunes pour acheter du putain de matos, et que vous n'avez pas envie de vous faire niquer par les douanes, essayez de trouver des petits sites un peu cachés où justement vous trouverez le matos que vous aurez besoin, peut-être de moins bonne qualité, mais au moins vous pourrez commencer à bosser avec un truc qui vous coûtera pas les yeux de la tête. Donc toujours les frettes, pas super droite non plus, mais bon, ça ira. De toute façon, c'est pour jouer au bottleneck, donc c'est pas bien grave. De nouveau, le sied-tête et le chevalet. Là, du coup, c'est ce que j'ai acheté pour faire les repères du manche. C'est des petites pastilles d'Abalone. Donc la ballonne, c'est comme de la nacre, mais bon, avec une couleur plus sombre. Il y en a de différentes couleurs, mais moi j'ai préféré prendre la ballonne verte, parce que c'est celle où je trouve qu'il y a le plus de dessins. Du coup, bon là, elle est brute, hein, vous voyez que c'est pas super brillant, c'est pas super beau, mais on voit quand même quelques dessins. Là, c'est une expérience ratée, qu'il faudrait que je retouche d'ailleurs par la suite. Ça, c'est les repères de manche sur les côtés, mais vu que les repères d'Abalone que j'avais achetés étaient relativement gros pour mettre sur les côtés, c'était plus pour mettre sur le dessus sur la touche, quoi, sur le dessus du manche. Là, j'avais fait des tout petits trous et j'avais essayé de mettre de la peinture phosphorescente, un petit peu comme ça se fait en ce moment, justement des repères de manches phosphorescents. Mais le problème, c'est que la peinture que j'ai mise dedans, j'en ai vraiment pas mise assez, et du coup, ça se voit pas. Mais au moins, on voit quand même les repères de manches, du coup, c'est pas totalement inutile. Là, on voit, du coup, en fait, j'ai percé en plein milieu du manche, en plein milieu de la case, les emplacements des repères que bon, j'ai uniquement taillé avec une mèche à bois du diamètre de ce que j'ai besoin. Pas trop profond parce que sinon le repère allait s'enfoncer dans le bois. Et après, pour remettre à niveau, le seul choix que j'avais, c'était de retailler dedans et puis d'en remettre un qui soit à la bonne taille. Du coup, j'ai préféré faire dépasser plutôt que de mettre vraiment à fleur. Comme ça, au moins, j'aurais passé un petit coup de ponceuse, ça aurait été bien propre, nickel. Donc pareil, là, je les ai collés. Il y en a souvent qui collent les repères à la super glue. Moi, je les ai collés à la colle à bois, parce que bon, ça fait pas grosse différence. À part le temps de séchage. Là, pareil, là, en gros plan. Donc là, ça, c'est une photo du vernis que j'ai acheté, qui a un bon vernis, hein, ça, y a pas de problème. Bon, il met quand même un petit peu de temps pour sécher. Mais, ouais, utilisez-le pour des meubles, utilisez-le pas pour des guitares. Au moins, j'ai retenu la leçon. Donc là, la boîte qui n'a pas encore été vernie, donc là qui est brute, c'est pour ça qu'elle est très sombre, très mate. J'ai posé ça c'est la plaque de contrôle, en fait, c'est là où c'est là-dedans que je vais tailler pour mettre tout ce qui est potard, sélecteur, etc. Donc je l'ai acheté brut, mais c'est marrant parce que quand c'est brut, c'est-à-dire sans trou, ça coûte plus cher que quand t'as les trous dedans. Bon, c'est pas grave. Donc là, pareil, pour donner à peu près l'idée de l'emplacement, pour me donner aussi une idée de là où je voulais la mettre. Donc là, j'ai marqué l'emplacement, j'ai commencé à faire les premiers trous. Ce que je pensais pouvoir faire, c'était laisser le bois et faire passer le pas de vis, en fait, des éléments à travers cette épaisseur de bois. Mais le problème, c'est que c'était pas possible parce que le pas de vis des composants que je voulais mettre dessus est vraiment, vraiment trop petit. Enfin, pas assez long. Du coup, en fait, j'avais pas assez de longueur pour passer à travers le bois et à travers la plaque de métal. Du coup, j'ai retaillé par la suite toute la cavité, en fait. Je sais pas si on voit bien, mais que j'avais tracé au crayon, en fait.
Donc là, ponçage du couvercle. Donc oui, le vernis, une fois fini, ça se ponce, histoire de l'égaliser, d'avoir une surface plus ou moins plate, en tout cas plus lisse. Alors le papier de verre que j'ai utilisé, c'est du papier de verre qui se plonge dans l'eau pendant un certain moment. Il est conseillé aussi de mettre un tout petit peu de savon, histoire d'aider à la glisse. Et en fait, ce que vous allez faire avec ce papier de verre, donc c'est des grains hyper fins, hein, ça commence à 500, 800, 1000, 1500, 2000. Donc ça, c'est tous les grains que j'ai utilisés. Donc vous utilisez ça justement pour mettre le vernis à plat et histoire de lui donner un aspect vraiment plus uniforme. Donc là, on voit que j'ai commencé à poncer la moitié, que l'autre moitié est encore brute. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Vraiment, il faut le faire parce que ça va révéler vraiment tout le cachet de la guitare, parce que si vous le faites pas, franchement, vous allez rater quelque chose et puis le résultat sera vraiment pas top. Donc ça, j'ai fait ça sur tous les côtés, donc il me semble qu'on verra après la même opération sur les autres côtés. Donc là c'est la tête de manche que j'avais commencé à... Non, je l'ai pas taillé du tout, du coup j'avais juste tracé l'emplacement de ce que je voulais couper. J'ai quand même fait les trous des emplacements des mécaniques. Donc là, en fait, comme à peu près tout ce que j'ai fait ça à peu près à la bricolo, quoi. Vu que j'ai pas de perceuse à colonne, j'avais pas d'aide pour pouvoir percer vraiment perpendiculairement. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai calé avec un serre-joint la tête de manche contre mon établi, et après j'ai percé à la perceuse le plus droit possible. Donc là, on voit, là j'avais mis les mécaniques pareil pour donner avoir un petit aspect final, voir si vraiment elles étaient bien calées les unes par rapport aux autres, qu'il n'y en ait pas une qui soit un petit peu excentrée. Donc au final ça allait. Là on voit l'arrière, donc l'espèce de truc bleu c'est uniquement du film protecteur. Donc là on retourne sur la plaque de contrôle. On voit que j'ai taillé dedans, donc pour tailler dans du métal, quand t'as pas les mèches qu'il faut et que t'as pas de perceuse à colonne, pareil, t'en chies. Mais bon, tu peux y arriver quand même, je l'ai fait. Là, on voit que j'ai taillé un trou assez grand pour faire passer les contrôles sur le côté de la boîte, tout en faisant gaffe à laisser assez de matière pour pouvoir visser la plaque dans la boîte, de façon parce que les vis elles plongent pas dans le vide. Donc là pareil, je l'ai rentré sur le corps pour avoir un meilleur rendu. Pareil là, toujours encore moi qui place les trucs avant que ce soit fini. Donc là on voit que le dessus, le couvercle n'était pas encore fini. Non, il n'était pas encore fini. Là, je pense que j'avais remis une couche de vernis parce que... Pourquoi ? Je ne sais plus. Si, parce qu'après, je voulais faire un dessin dessus, mais c'est une idée qui m'est venue un peu plus tard. Du coup, c'est pour ça que j'avais remis une couche de vernis dessus. Quoi de plus ? Pour l'instant, rien. Là, pareil, reposition des trucs pour donner un aspect final, machin, voilà. Vous avez l'habitude. Donc pareil, avec le cordier, le chevalet, tout ça. Là, on arrive au truc un peu compliqué. Alors, il faut savoir que je déteste l'électronique et ça a toujours été. Je sais pas, c'est vraiment pas mon truc, j'aime pas ça. Je comprends pas la logique du truc. Mais bon, grâce à des schémas d'imposition que j'ai trouvés sur le site de Seymour Duncan, donc là, c'est une marque de micro qui fait vraiment que des micros de guitare. Il propose pas mal de schémas d'apposition gratuits qu'on peut télécharger, enfin on les a en PDF je crois. Ça aide vachement, mais il n'y a pas tout, c'est-à-dire il propose uniquement uniquement des branchements qui sont en rapport avec ce qu'ils vendent forcément, et si on essaye de brancher quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, eh ben on a plus de mal forcément à trouver ce qu'on cherche. J'ai quand même réussi à trouver sur un forum un mec qui avait fait un branchement à peu près pareil que le mien, mais pas exactement.
Au final, je me suis quand même sorti, j'avais fait une seule erreur dans mon branchement que j'ai corrigé, et puis au final, maintenant ça marche nickel. Donc là, on voit, bon, c'est tout en bordel, hein, mais je vais vous expliquer vite fait. Sur la gauche, du coup, on voit le micro qui servira de micro-manche, donc le micro magnétique, qui va au sélecteur, donc le sélecteur qui est sur la plaque en métal, c'est l'espèce de petit interrupteur avec le bout noir. À côté, on voit le volume qui n'a pas son cache, et après, on voit le kill switch, donc le petit interrupteur qui sert uniquement à couper le son. Dans le fond, à côté de la boîte, l'espèce de pastille cuivrée jaune, c'est le micro piezo, donc piezoélectrique. À comparer du micro magnétique, en fait, c'est un micro qui capte les vraies vibrations, c'est-à-dire vous pouvez foutre ça sur n'importe quelle surface. À partir du moment où vous allez taper dessus, vous allez provoquer des vibrations. Et ce micro-là va capter les vibrations, en fait. Donc il n'y a pas de question de champ magnétique ni rien du tout. Là, c'est vraiment une membrane qui vibre, comme sur un micro-voix normal. Et ensuite, donc tout sur la droite, la prise de jack, donc là où on va brancher le jack avec l'espèce d'embase métallique. Là, c'est le dessin que j'ai foutu dessus, donc oui, c'est du calque, mais le dessin, je l'ai fait moi-même. J'ai fait le calque justement pour éviter de trop me rater. Je voulais faire un cœur sacré, parce que c'est le dessin anatomique, j'ai toujours aimé ça, et puis un cœur, ça passe bien. Du coup, voilà. Là, on voit le tracé de l'image que j'ai utilisé avec le papier calque. On voit que la surface du vernis est toute mate, justement parce que j'ai poncé le vernis avant d'appliquer le dessin. J'ai vu que ça me fait une surface un peu plus rugueuse. Le dessin, le crayon que j'utilisais pour dessiner dessus allait mieux fixer que sur une surface lisse. Donc là, le dessin, je l'ai refait au Posca. Donc le Posca, pour ceux qui ne savent pas, c'est un feutre un feutre à peinture en fait qui permet de dessiner sur quasiment toutes les surfaces. Donc là, forcément, j'ai utilisé avec une pointe très fine. Donc toujours on voit avec la surface mat de la guitare, enfin du vernis. Est-ce que je vais revenir? Non, je vais pas revenir ni. Donc là, pareil, toujours remettre le matos histoire d'avoir un pseudo résultat final. Bah là, la même chose. J'avais masqué le manche pour pouvoir bomber la tête de manche en noir, de façon à ce que ça fasse plus propre, parce que le problème c'est que la jonction entre les deux couches de bois qui servaient à faire le manche se voyait trop, à cause de l'espèce de découpe un peu arrondie. Du coup j'ai préféré rendre ça un peu plus propre, et j'ai mis un coup de bombe noire. Là j'ai blindé, ce qu'on appelle blinder l'intérieur de la guitare, histoire de créer une cage de Faraday, ce qui sert en fait à protéger le micromagnétique des parasites, des ondes, des champs magnétiques parasites. Donc c'est pour ça que par exemple les vraies guitares de merde qu'on achète à 80 balles, elles sont très mal isolées, et parfois quand on joue de la gratte, on peut entendre la radio. Vu que en fait la radio la guitare une fois branchée, le micromagnétique va vraiment pas être assez isolé. Il va servir d'antenne, il va capter toutes les ondes radio qu'il y a autour en fait. Pareil, par exemple, quand moi en tout cas ça m'arrive assez souvent, quand vous jouez devant votre PC et que pareil votre gratte est mal isolée, vous allez entendre ce que vous allez faire sur le PC. C'est-à-dire si vous bougez la souris, vous allez entendre le son, enfin c'est bizarre, le son de la souris dans votre ampli. Donc voilà, donc le fait d'isoler la cigar box, la guitare en général, sert à éviter ça. Donc là, c'est le couvercle que j'avais fini de poncer du coup avec le papier de verre avec les grains hyper élevés. J'ai remis une couche de vernis, pas qu'une, peut-être 3 couches de vernis sur le dessin que j'ai fait, histoire de protéger le dessin avant de le poncer. Parce que sinon, forcément, si j'avais poncé en n'ayant pas mis de couche de vernis protégeant le dessin, j'aurais poncé le dessin avec, il se serait barré.
Ce qui est à côté, donc dans la bouteille, du polish pour voiture. Meguiar, c'est vraiment une des meilleures marques de polish pour voiture. Passé un moment, il y a quelques années, ils avaient fait un partenariat avec Fender pour faire justement un pack de polish spécial guitare. Mais malheureusement, ça a duré que quelques temps. Et puis j'ai recherché, pareil, sur internet, j'ai pas trouvé. Il y avait même pas de traces de ça sur leur site. Du coup, c'est dommage parce que c'est marrant. Le polish qu'ils avaient créé spécialement pour la guitare, il sentait la réglisse. Mais enfin, c'était super sympa. Alors que celui-là, bon, il sent le truc chimique dégueulasse. Donc là, pareil, blindage du couvercle, de façon à ce que tout soit connecté, que ça fasse vraiment une boîte fermée. Même s'il y a des trous, c'est pas grave. Et là, on a commencé la partie chiante, c'est-à-dire j'ai commencé forcément à vernir les côtés de la cigar box. Mais vu que c'est une boîte et que c'est pas une surface plus ou moins arrondie, au lieu de tout vernir d'un coup et d'avoir des vieilles couleurs dégueulasses que j'aurais mis 3 ans à poncer par la suite, j'ai fait côté par côté. Du coup, c'est ce qui a inclus le masquage successif de chaque côté, l'un après l'autre. Donc là, on voit que j'ai masqué un côté avec des vieux journaux, machin, etc. Pareil, j'ai essayé de combler la cavité histoire que ça évite de couler à l'intérieur de la cigar box. Avec du scotch de peintre, machin. Là, on saute. Là, pareil, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais uniquement mis de la peinture noire. J'ai pas verni. Si, j'ai verni la tête par la suite. J'avais mis de la peinture noire du coup sur la tête. J'avais poncé. Il y avait quand même des petits manques parce que à l'endroit des espèces de courbures là, il y avait de la peinture qui avait mis beaucoup de temps à sécher et puis du coup je l'avais viré tout simplement. Et j'ai rattrapé ça avec du vernis noir tout simplement de chez Claire's. On a tous une autre petite période émo. Et avec mon pseudo et puis une sorte de numéro de série CGB1, donc Cigar Box One, pour faire un petit peu voilà quoi. Genre professionnel quoi. Du coup la technique du petit vernis à ongles, ça a bien marché. Parce que le temps de séchage est un peu plus rapide que de la peinture en bombe ou du vernis spécial. Donc voilà. On voit, j'ai mis quand même beaucoup d'épaisseur histoire de pareil avoir quelque chose à poncer en plus plutôt qu'avoir du manque. Et voilà, donc là c'est tout nickel, c'est tout propre. Là j'avais mis, il me semble, une seule couche de vernis ou deux sur la tête de manche une fois fini. J'ai installé les mécaniques et j'ai installé ce qui s'appelle tout simplement un guide corde parce que l'angle entre le sillet et du coup les mécaniques était vraiment trop brut. Du coup, pour aider les cordes à descendre un petit peu plus bas avant d'arriver aux mécaniques, j'ai acheté cette pièce de métal qui est faite exprès pour les guider un peu plus et pour créer un angle en plus. Donc voilà, tout simplement. Ce qui aussi leur évite aux cordes de se déloger de l'encoche qu'on fait dans le sillet pour leur donner leur place finale. Donc là, de nouveau, petite photo de charme de la guitare. Le couvercle était fini, donc là j'avais vraiment fini le ponçage, j'avais fini le lustrage. Donc j'ai illustré toute la cigar box, du coup avec le polish que vous avez vu. Et sur le site StewMac, donc Stuart McDonald, le site qui vend tout ce qui est nécessaire pour la lutherie, j'avais acheté des bonnettes en mousse qui servent justement à lustrer les surfaces, lustrer les vernis. Et ça a vachement bien marché. Du coup j'ai fait ça, mais bon après pareil c'est du matos on peut trouver des alternatives à ce matos là dans les magasins de bricolage et ça fait bien.
Le seul truc, c'est que justement ces bonnettes-là, c'est des trucs qui ont été faits pour être fixés sur une perceuse plutôt que sur une disqueuse. Comme ça, au moins, au niveau du réglage de la vitesse de rotation, en fait, c'est un peu plus précis, et puis ça vous évite de faire trop chauffer le vernis et de le niquer, en fait. Du coup, voilà, pareil, là on voit l'espèce de bel effet miroir du truc, enfin du vernis. Avec le magnifique rideau de cuisine avec l'espèce de petite horloge là, et avec le beau ciel bleu. On est dans le nord, mais il fait beau quand même. Là, de l'autre côté, hop, et en fait c'est quasiment fini. Donc là, pareil, le frettage que je reconnais n'est pas parfait parce que le taillage du manche n'est pas parfait non plus. Mais je le répète, et ça me sert aussi un petit peu d'excuse, ce n'est qu'une cigar box. Et de toute façon, je jouerai quasiment uniquement au bottleneck avec. Donc c'est pas bien grave, ça me sert plus de repère que de vrai fret. Et puis ça fait joli. Voilà, la suite. Là c'est l'arrière du coup. Ce qui est sympa, c'est pareil, je sais pas quel bois c'est, mais enfin ça doit pas être du super bois. Il y a quand même un petit dessin dans le bois, on voit les différentes veines. Donc c'est cool, pareil toujours avec la teinte. Et ça, c'est ma petite technique, je vous la donne vite fait. Bon, vous savez ce que vous voulez. Vu que je faisais côté par côté, et que je voulais éviter les coulures sur les côtés qui avaient déjà soit été faits, soit qui attendaient d'être faits, en fait, j'ai pris du scotch alu, donc ce qui m'a servi aussi à isoler la guitare. Et j'ai fait une sorte de goulotte, de gouttière, de façon à récupérer le vernis qui allait déborder, qui allait faire des coulures. Et ça a très bien marché. Et puis voilà. Comme ça, moi, j'avais pas à me soucier du fait d'en mettre de trop. Donc là, on voit un autre côté que j'avais commencé à vernir. On voit que bon, bah, c'est tout dégueulasse, ça coule de partout, c'est pas bien fait. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, appliquer le vernis au pinceau, bah, c'est pas recommandé parce que c'est pas uniforme, c'est pas beau, c'est pas propre. On voit en même temps l'utilité de mes gouttières. Donc on voit, vu que ça coule, les gouttières elles récupèrent le vernis qui est en trop. Donc ça marche bien. Et là, photo un peu pourrie parce que j'ai pas allumé la lumière de ma cave parce que j'avais la flamme. Toujours le même système, sauf que là, il fallait que je vernisse le cul de la guitare. Et vu que j'avais collé le manche, bah, je ne pouvais pas prendre uniquement la boîte et la retourner. Et que le manche dépassait. Du coup, la technique à la MacGyver, j'ai pris mon serre-joint, mon étau, j'ai mis mes serre-joints dessus. Vu qu'il y avait deux espèces de bras en métal qui dépassaient, j'ai mis ça dans la cigar box et ça a servi de crochet pour attacher la guitare. Du coup, pareil, de nouveau technique de la gouttière. Vous voyez que, comme j'avais dit précédemment, j'avais fait dépasser un petit peu le manche sur le cul, histoire d'avoir quelque chose dans quoi tailler, de façon à ce que ce soit vraiment à fleur et bien plat, avec le cul du manche que j'ai teinté. Donc l'espèce de carré que vous voyez, c'est le bois du manche, qui normalement est bien marron. Là, je l'avais teinté en noir, de façon à avoir un truc un peu plus propre, un peu plus uniforme. Là, c'est la guitare une fois toute vernie et toute poncée. Donc j'ai pris qu'une seule photo parce que bon, bah, c'est pas super intéressant. En fait, l'ensemble de la guitare est mat. Là, j'avais fini le vernis, j'avais tout lustré, tout était propre, nickel. Et j'ai enfin commencé à monter l'électronique sur la guitare. Donc on voit le micro à son emplacement. Donc le micro magnétique, le micro piézoélectrique, là où j'ai enlevé un petit bout d'isolation de façon à pouvoir coller le micro directement sur la surface, de façon à ce que ça fasse pas masse avec l'isolation, et un câble qui va dans le cordier pour faire justement terre ou masse, non terre. Enfin bon, vous voyez que l'électronique c'est pas mon truc, avec tout le bordel qui dépasse, mais bon. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, enfin, la cigar box montée avec les cordes juste posées.
On voit mes attaches courroies, c'est des boulons avec en forme en rond, quoi. C'est comme ça au moins, ça tient mieux que les straplocks. Et voilà, photo prise dans la nature avec la lumière naturelle, c'est beau, c'est professionnel, c'est roots, c'est Cigarbox. Donc voilà, le diaporama est fini, et puis maintenant il ne me laisse plus qu'à vous faire écouter le son de l'arbitre. Donc c'est parti. Bonjour à vous les amis. Aujourd'hui nous allons tester ce fleuron de la lutherie française. Alors, allons-y. Pour cela, je n'utiliserai pas de médiator. L'instrument n'est pas branché. Allons-y. Appréciez toute la vie qui émane de cet instrument. À présent, nous allons brancher ce magnifique instrument dans ce petit amplificateur compact, portable, mais au demeurant très performant. Il est à présent branché. Plaçons-le ici. Ce que vous entendez en ce moment est le micro piezoélectrique. Quelle douce mélodie! Un son qui nous rappelle les bayous louisianais. Et c'est tout ce que j'aime. À présent, le deuxième réglage. Et enfin, la dernière position du sélecteur. Le micro magnétique en position manche, d'une chaleur exceptionnelle, qui capte magnifiquement le son de cette guitar box. Excusez-moi, une cigar box. Bande de coquins. Allons-y désormais de manière enjouée, avec un son plus chaleureux, plus doux et plus chantant. Sounds like a big faggot. So now
Reprenons à présent l'amplificateur et ajoutons une légère distorsion, nous procurant ainsi un son que nous pouvons qualifier de plus musclé. Quelle extase! Très bien. Le test est à présent terminé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter une bonne journée, et à bientôt.